On est les héritiers du bolchevisme. Le bolchevisme, c'est pas seulement un courant marxiste russe, c'est pas seulement l'application du marxisme au contexte de la révolution russe. Le bolchevisme, c'est un modèle de théorie et de pratique du marxisme dans sa lutte pour gagner les masses. À travers les idées de Lénine et Trotsky, les bolcheviks ont mené les masses russes à la victoire révolutionnaire. Pendant les 8 mois qui se sont écoulés, entre la révolution de février et d'octobre 1917, les bolcheviks ont combattu idéologiquement les mencheviks. C'était une lutte entre le marxisme révolutionnaire d'un côté et le réformisme de gauche opportuniste de l'autre, ceux qui s'accrochent au capitalisme. Les mencheviks, ils refusaient de croire qu'il y avait en Russie les conditions pour une révolution socialiste. Pour eux, il pouvait seulement y avoir une révolution bourgeoise menée par la bourgeoisie russe. Et quand la révolution socialiste est survenue en octobre, avec les bolcheviks à la tête des masses ouvrières, les mencheviks ont maintenu leur opposition et ont demandé à ce que le pouvoir soit redonné au gouvernement provisoire bourgeois. Les mencheviks ont ensuite tenté un coup d'État contre le pouvoir des soviets et y ont rejoint la contre-révolution aux côtés des armées blanches avec les monarchistes, les impérialistes et les fascistes. Pour en savoir plus sur la révolution de 1917, je vous invite à consulter notre conférence Spotify en 2 parties sur les 2 révolutions de 1917. Donc, ces 2 tendances ennemies, le bolchevisme et le menchevisme, c'est-à-dire le marxisme révolutionnaire et le réformisme petit bourgeois, pourtant, ils provenaient d'un seul et même parti à l'origine, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. À l'époque, le mot social-démocrate n'avait pas la signification qu'il y a maintenant, celui de réformisme. À l'époque, social-démocrate, c'était synonyme de marxiste, de socialiste, de communiste. Le congrès de 1903 peut être considéré comme le congrès de fondation du parti. C'était en fait le 2e congrès, mais au premier congrès du parti en 1898, les délégués ont été arrêtés rapidement par les forces de police et le parti était resté seulement un projet à venir. Ironiquement, le congrès de 1903, qui fonde réellement le parti, c'est aussi en même temps le congrès qui déchire le parti en 2 factions distinctes, les bolcheviks, qui signifie majoritaire, et les mencheviks, qui veut dire minoritaire. Pour comprendre la dynamique des forces pendant le congrès de 1903, il faut remonter aux 2 décennies précédentes. Il y avait en Russie une certaine quantité de groupuscules et de cercles révolutionnaires. En 1883, Plekhanov fonde le groupe pour l'émancipation du travail en exil à Genève et y jette les bases théoriques du marxisme russe. Le groupe existe en exil à cause de la répression tsariste sur le sol russe. En 1893, Lénine déménage à Saint-Pétersbourg et milite avec Krupskaya dans le groupe appelé Social-démocrate. 2 ans plus tard, il rejoint Plekhanov et Axelrod en Suisse pour lier son groupe avec le leur. Puis par la suite, il revient en Russie. Lénine, Martov et Krupskaya fondent alors la Ligue de lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière de Saint-Pétersbourg, à l'automne 1895. Ils ont entre 10 et 16 membres et entre 100 et 150 contacts. Dès le lancement de leur journal, Rabocheye Dielo, qui veut dire la cause ouvrière, plusieurs membres se font arrêter, dont Lénine. Lénine va en prison, puis se fait exiler en Sibérie, et il pourra seulement revenir qu'en 1900. Krupskaya le rejoint en exil en 1898. Pendant son exil, Lénine envoie des textes et un brouillon de programme en vue d'un congrès pour unifier les différents groupuscules révolutionnaires en Russie dans un seul parti ouvrier social-démocrate. Le premier congrès du parti, le POSDR, a lieu en 1898 à Minsk. C'est le premier et aussi le dernier congrès en sol russe jusqu'en 1917 à cause de la répression policière. C'était un très petit congrès, il y avait seulement 9 délégués. Une des organisations présentes au congrès est le Bund, l'Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, qui est fondée en 1898. Le Bund est formé uniquement de travailleurs juifs. Les délégués approuvent que le Bund entre dans le parti comme une organisation qui serait indépendante pour toutes les questions concernant les travailleurs juifs. D'autres groupes locaux représentés au Congrès étaient un peu jaloux du statut d'indépendance du Bund et ils vont aussi demander et obtenir leur autonomie. Un comité central va être élu pour tout le parti, mais les groupes locaux auront le droit de refuser d'implanter les décisions du comité central. On voit comment les politiques identitaires et le nationalisme se sont infiltrés dans le Congrès, ainsi qu'une vision assez anarchiste de l'organisation révolutionnaire. La position de Lénine était qu'il fallait lutter contre toute forme d'oppression nationale, incluant l'oppression des
juifs et lutter pour le droit à l'autodétermination des nations opprimées. Il n'y aurait eu aucune objection à ce que le Bund jouisse de l'autonomie nécessaire pour produire la littérature du parti en yiddish et puisse mener des campagnes d'agitation parmi les ouvriers juifs avec du matériel spécial, par exemple. Mais ce que le Bund exigeait, c'était le droit exclusif de parler au nom du prolétariat juif et en fait d'avoir le monopole des affaires juives au sein du parti. Or, comme Lénine insiste, il faut pas jamais diviser le parti sur des lignes nationales. Il faut maintenir à tout prix l'unité des organisations prolétariennes au-delà des lignes nationales. Mais Lénine n'était pas au Congrès pour argumenter. Comme les demandes d'autonomie du Bund se sont généralisées à l'ensemble des comités locaux du parti, ce qu'on a obtenu à la fin du Congrès, c'est pas vraiment un parti ouvrier unifié, mais un réseau lousse de groupes alliés sur une base fédéraliste, calqué en quelque sorte sur le modèle anarchiste qui rappelle celui de Bakounine, celui que Bakounine proposait contre Marx dans la Première Internationale. En plus de ça, la majorité des délégués au Congrès se font rapidement arrêter et une des principales organisations représentées, celle de Kiev, se fait détruire par la police. Dans les années qui suivent, les comités locaux du parti auront peu de contacts entre eux et presque aucun contact avec le centre. Il règne la confusion politique, des méthodes d'amateurs, l'isolement et le chaos organisationnel. Le parti existait en fait seulement comme un potentiel, représenté à travers sa bannière, son manifeste et son programme. À travers cette confusion et ce chaos qui grandissent dans les cercles révolutionnaires pendant l'exil de Lénine, la tendance de ceux qu'on appelle les économistes va devenir dominante. Économiste dans le sens qu'il propose de rabaisser la lutte des classes seulement à la lutte économique et syndicale dans les milieux de travail. Par exemple, lutter pour des augmentations de salaire. Les économistes prennent le contrôle de la Ligue, le groupe de Lénine, puis prennent le contrôle du groupe de Plekhanov en immigration. Plekhanov démissionne. Les économistes lancent alors leur journal Rabocheïe Dielo, le même nom que le journal de Lénine qui n'a pas pu paraître à cause des arrestations. Les économistes proposent de diluer le programme révolutionnaire pour le rendre plus attirant aux travailleurs. Ils cherchent constamment des raccourcis. C'est ça qu'on appelle l'opportunisme. Ils reprennent les vieilles idées discréditées des narodniks, les anarchistes russes qui ont précédé la naissance du marxisme russe. Ils pensent que les ouvriers veulent pas de théorie, ne peuvent pas comprendre la politique et n'ont pas besoin en fait de politique. Et ça, c'est un discours qu'on entend encore maintenant. À la gauche, l'idée que parler de théorie de science, ça serait élitiste. Mais en réalité, c'est eux qui sont élitistes. C'est ceux qui disent ça qui sont élitistes. Les économistes russes, comme aussi ceux de maintenant, en fait, ils méprisent les masses. Ils pensent que les travailleurs sont trop stupides pour s'intéresser à la théorie. Puis en fait, les économistes, ils se trompent. Non, les travailleurs, ils ont une soif de connaissance. Si les travailleurs achètent un journal des économistes qui contient pas de théorie, mais fait juste répéter ce qu'ils savent déjà. Par exemple, voici telle grève ouvrière, voici les revendications, il s'est produit tels événements. Le travailleur, il va peut-être acheter le journal une fois ou deux, mais à un moment donné, il va se tanner, parce qu'il apprendra rien là-dedans. Un journal marxiste, à l'inverse, ne doit pas être juste le reflet de la conscience actuelle des travailleurs. Mais un journal marxiste va chercher à partir de leur niveau de conscience politique actuelle pour ensuite l'élever. Aussi, les économistes nous disent que le parti révolutionnaire n'a pas comme rôle de diriger, de leader les travailleurs, mais de les servir. En fait, ils nient le rôle du parti pour promouvoir en fait seulement des luttes purement économiques et syndicales. Leur politique les mène en fait à abandonner la scène politique à la bourgeoisie libérale. Après tout, si les travailleurs ne parlent pas de politique, les bourgeois vont en parler à notre place, ils vont combler le vide. Et la tendance des économistes, c'était pas seulement un phénomène purement russe à l'époque. Les différentes tendances dans l'économisme défendaient partiellement ou complètement les idées de la tendance qu'on appelle révisionniste, qui se développe dans la Deuxième Internationale, particulièrement autour de Bernstein dans le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et contre cette tendance-là, Rosa Luxembourg, elle va polémiquer dans son fameux livre « Réforme sociale ou révolution ». Quand Lénine revient d'exil en 1900, il est prêt à partir en guerre contre l'économisme et les autres tendances comme le révisionnisme. Lénine s'allie avec Martov et Potresov. Ils vont chercher Vera Zasulich à Saint-Pétersbourg, qui a été envoyé par Plekhanov. Ils se promènent dans les groupes marxistes en Russie et ils voient que leurs idées, ça pogne.
Et ensuite, ils vont aller rejoindre Plekhanov et Axelrod en exil. Et tous ensemble, ils se donnent comme tâche de construire le parti autour d'un journal authentiquement marxiste. Ils fondent tous ensemble l'Iskra, l'étincelle, en 1900. Lénine écrit son article Par où commencer en 1901 et son livre Que faire en 1902 pour éduquer les jeunes cadres du Parti ouvrier social-démocrate sur le rôle du journal et du parti. Dans sa lettre à un camarade en 1902, il explique que, et je cite, « Le journal peut et doit assumer la direction idéologique du parti et développer les vérités théoriques, les principes tactiques, les idées générales d'organisation, les tâches générales de l'ensemble du parti à tel ou tel moment. » Et c'est pour cette raison que les marxistes appellent leur journal principal l'organe central du parti. Dans son Que faire, Lénine démolit les arguments des économistes qui font l'éloge de la spontanéité des masses et nie le rôle du parti. Lénine va cependant commettre une erreur en pliant le bâton dans l'autre sens et en répétant l'idée de Kautsky que les travailleurs ne peuvent par eux-mêmes qu'atteindre une conscience trade unioniste, syndicale, et que la conscience socialiste ne peut leur être amenée que du dehors, par le parti. Et Lénine va reconnaître plusieurs fois par la suite que c'était une erreur. L'idée principale du livre de Lénine était cependant de rompre avec l'amateurisme des petits cercles révolutionnaires organisés autour d'amis et de construire un parti révolutionnaire sérieux, basé sur des révolutionnaires professionnels. Lénine explique que le journal, c'est pas seulement un éducateur collectif, c'est pas seulement un agitateur collectif, mais c'est aussi et surtout un organisateur collectif. Le journal, il forme en quelque sorte l'échafaudage du parti. Parce que pour le diffuser auprès des travailleurs, ça prend un grand réseau d'agents, des journalistes, des rédacteurs, des éditeurs, des collecteurs de fonds, des imprimeurs, des transporteurs, des distributeurs, mais aussi des responsables de cercles de lecture sur le journal et des responsables du suivi des contacts qui lisent notre journal. Et c'est effectivement ce que Lénine et Krupskaya mettent en place dans la pratique, un réseau d'agents pour acheminer clandestinement l'Iskra de Genève vers la Russie. La gang en exil autour de Plekhanov, à part Lénine, n'ont pas vraiment compris le rôle d'Iskra comme organisateur collectif. Ils étaient séparés du mouvement, c'était des intellectuels distants. C'était pas un groupe professionnel, mais un groupe d'amis d'intellectuels. Pour dépasser cette phase infantile, Lénine avait poussé pour formaliser le comité éditorial. Le compromis qui avait été trouvé était d'avoir un comité éditorial de 6 personnes, composé de la troïka Lénine, Martov, Potresov, et du groupe de l'émancipation du travail, Plekhanov, Axelrod, Zasoulich. Parallèlement à la montée de la lutte des classes, des grèves politiques et économiques, Iskra va devenir la tendance dominante dans les groupes révolutionnaires russes. Il était maintenant temps de préparer le deuxième congrès pour véritablement unifier le parti. C'est d'abord les économistes du Rabocheïe Dielo qui vont tenter de convoquer le congrès avec l'aide du Bund. Ils vont volontairement pas inviter les iskristes, c'est-à-dire le groupe de Lénine, Plekhanov, Martov, etc. Les iskristes envoient un délégué secret au congrès qui va annoncer que c'est pas un congrès légitime. Peu de temps après, la majorité des délégués sont arrêtés par la police. Et alors là, l'organisation du congrès tombe, en fait, dans les mains de Iskra. Pendant ce temps-là, il commence à se développer des tensions sur le comité éditorial d'Iskra. Plekhanov et Axelrod commencent à critiquer Lénine d'être, lui, trop critique de Struve, qui est le chef du marxisme légal, un courant plus proche du libéralisme que du marxisme. On va apparaître une tendance chez les iskristes de ne pas voir la nécessité d'une rupture radicale avec une couche d'intellectuels bourgeois qui allait clairement vers la droite. En niaisant un peu à moitié, Lénine et Krupskaya ont surnommé Zasoulich et Potresov, ils l'appelaient la tendance gentille avec Struve. Leur refus de rompre avec la droite du parti vient du fait qu'ils étaient encore attachés à une période embryonnaire et infantile de construction de l'organisation, basée sur des amitiés plutôt que des relations professionnelles. Ils n'étaient pas capables de s'adapter à la nouvelle situation, pas capables de faire la transition nécessaire d'une époque historique, avec ses exigences particulières, à une autre période complètement différente. Et la nouvelle époque, elle nécessitait de bâtir un parti professionnel. Martov jouait un rôle important sur le comité éditorial. Plekhanov, quant à lui, était un géant de théorie marxiste, mais dans la pratique, les autres membres plus âgés du groupe de Plekhanov jouaient peu ou pas de rôle. Ils étaient là parce que, c'était tous des amis. Leur attitude venait de leur existence petite bourgeoise. Zasoulich et Martov partageaient une existence de bohème dans une sorte de commune. La petite bourgeoisie, c'est l'ensemble hétérogène des classes intermédiaires entre les grands capitalistes et la classe ouvrière. La petite bourgeoisie, ça inclut les petits paysans, petits artisans, petits commerçants, petits entrepreneurs, les professions libérales comme professeurs d'université, avocats, intellectuels.
Il va y avoir une bataille entre Lénine et Plekhanov sur le programme du parti à soumettre au Congrès. Plekhanov proposait qu'on écrive qu'en Russie, le capitalisme était en train de devenir la forme de production dominante. Lénine insistait qu'il fallait écrire que le capitalisme est déjà devenu dominant. À première vue, on dirait que c'est juste une petite nuance. Mais en réalité, si on dit avec Plekhanov que le capitalisme est en train de devenir la forme dominante, ça veut dire qu'il n'est pas encore dominant, et ça implique donc que les conditions objectives ne sont pas mûres pour la révolution ouvrière en Russie. Et donc là, les marxistes devraient aller se coucher. On voit la différence d'attitude entre Lénine et Plekhanov concernant le rôle du programme et des perspectives. Pour Plekhanov, le programme, c'est une question purement scientifique, descriptive, abstraite, académique. Pour Lénine, le programme doit connecter avec le mouvement ouvrier et appeler à l'action. On voit encore, une fois, le caractère petit bourgeois de Plekhanov, qui ressort, qui remonte à la surface. C'est celui de l'intelligentsia séparée du mouvement, qui flotte en quelque sorte dans les nuages. Pour permettre au comité éditorial de continuer d'avancer malgré les débats incessants, Lénine va proposer de coopter Trotsky. Trotsky représentait une nouvelle couche de cadres, et Plekhanov voyait ça comme une menace à son autorité. Il pensait que la cooptation de Trotsky était en quelque sorte un move de Lénine pour gagner le contrôle du comité et se mettre en majorité. Et la cooptation ne va pas passer. On arrive maintenant au deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Le 17 juillet 1903 à Bruxelles, ça commence. Alors qu'au premier congrès, il y avait 9 délégués représentant 5 comités locaux, on a maintenant 42 délégués. Et dans le congrès, on discerne 3 ailes. Il y a l'aile de droite, les anti-iskristes, formé du Rabotcheïe Dielo, le journal de la tendance économiste, qui a 3 délégués, ce qui reflète vraiment à son déclin. Et il y a l'organisation juive du Bund, qui a 5 délégués. À gauche, on a les iskristes, qui ont une majorité avec 33 délégués. Et au centre, on a les non-alignés, avec 6 délégués. Lénine les appelle le marais, le swamp. Le congrès s'ouvre sur une discussion sur le programme. Les économistes présentent quelques objections. Leurs représentants Martinov et Akimov critiquent le que faire de Lénine, et Lénine réitère sa critique de l'économisme. Finalement, le programme est adopté avec une seule abstention. Donc clairement, Iskra venait de s'imposer comme une tendance vraiment influente dans le parti. Tout le congrès se déroule sans problème jusqu'à la 22e session sur les 37. Puis alors, une discussion sur le statut de membre du parti vient soudainement sans que personne y soit préparé rompre l'unité des iskristes. Lénine et Martov présentent 2 résolutions différentes concernant les critères pour être membre du parti. Celle de Lénine dit « Un membre du POSDR est celui qui accepte son programme et soutient le parti à la fois financièrement et par une participation personnelle à l'une des organisations du parti. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être membre, ça implique de payer ses cotisations et d'aller à ses meetings de membres. La proposition de Martov, elle a dit qu'un membre, c'est quelqu'un qui accepte le programme, soutient financièrement et donne au parti sa coopération personnelle régulière sous la direction de l'une des organisations du parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un membre paye ses cotisations mais n'est pas obligé, en fait, de venir à ses meetings de membres. En apparence, il semble pas y avoir une grande différence entre les deux positions. Certainement rien de fondamental, mais il se cache, en fait, quelque chose de plus profond. Au cours du débat, c'est Axelrod qui révèle ce qui se cache derrière la dispute lorsqu'il fait référence à certains professeurs d'université qui ont des difficultés à accepter la proposition de Lénine. Un mythe va se construire par la suite, que Martov et Axelrod cherchaient à baisser les critères de membership pour pouvoir recruter plus de travailleurs. Mais c'est absolument faux. Ils voulaient pouvoir accepter dans le parti leurs amis, les professeurs d'université, les avocats, les docteurs et autres intellectuels petits bourgeois, ceux qui ne voulaient pas s'impliquer, ceux qui avaient peur de se dire marxistes pour ne pas que ça affecte leur carrière. La proposition de Martov, en substance, reflétait la pression du milieu petit bourgeois, de l'intelligence, des pressions de classe étrangère au prolétariat. Ce que Lénine voulait, c'était limiter l'adhésion au parti aux véritables révolutionnaires. Pour Martov, il fallait plutôt ouvrir le parti aux sympathisants, principalement les intellectuels. C'est de là que vient l'idée que les bolcheviks sont les durs et que les mencheviks sont les mous. Martov va même aller jusqu'à dire que chaque gréviste devrait avoir le droit de se déclarer membre du parti. C'était littéralement ce que les économistes proposaient comme forme du parti. Lénine reconnaît les dangers de la proposition de Martov. Il met en garde que si on l'adopte, ça va ouvrir la porte
à tous les éléments vacillants et opportunistes. Ça serait un retour à l'étape embryonnaire où l'organisation était plus des relations amicales entre personnes semi-impliquées plutôt qu'un parti professionnel et combatif. Mais Lénine admet que ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il n'y aurait aucune raison de scissionner là-dessus. D'ailleurs, pour Lénine, les critères de membership du parti, c'est pas une question de principe. En 1912, alors que le parti bolchevique était en train de se transformer en une force de masse représentant la majorité décisive de la classe ouvrière active en Russie, mais le même Lénine soutenait que le parti devait être ouvert à tout travailleur qui se considérait comme un bolchevique et s'abonnait au journal. Mais en 1903, la tâche immédiate était de construire le squelette du futur parti de masse. Et pour ça, il fallait former des cadres marxistes, des révolutionnaires professionnels. Finalement, Lénine perd le vote par 28 voix contre 23, lorsque les 5 délégués du Bund, 3 économistes et ceux du centre, le Marais, le Swamp, votent avec les partisans de Martov. Et ce bloc de voix donne à Martov et à ses partisans une majorité au Congrès qui va dominer les débats par la suite. Le jeune Léon Trotsky, qui était partisan de Lénine, se range du côté de Martov. Il va rompre avec Martov l'année suivante. Plekhanov, qui est passé plus tard à Martov, soutient maintenant Lénine. Ça montre que les lignes de démarcation étaient encore très confuses. Le bolchevisme et le menchevisme n'étaient pas encore des tendances pleinement développées. Ça va prendre plusieurs années avant que ça soit le cas. À la 27e séance, le Bund amène la motion que le Bund soit reconnu comme le seul représentant de la classe ouvrière juive en Russie, mais c'est rejeté. Le Bund propose aussi que le POSDR soit une structure fédérative et que le Bund ait un statut d'organisation autonome sur la base de l'idée identitaire que les travailleurs juifs subissent pas seulement une oppression de classe, mais aussi une oppression raciale. C'est rejeté à forte majorité, et malgré le gros débat entre la gang de Lénine et la gang de Martov, tous les iskristes étaient unanimes sur la nécessité de bâtir un parti centralisé et unifié. Le Bund quitte alors le Congrès en claquant la porte. Le Bund boude. Ça sera ensuite au tour des économistes de claquer la porte, suite à une résolution qui fait de Iskra le groupe officiel en immigration, au lieu de voter que ce soit le groupe des économistes qui soit le groupe officiel en immigration. Alors là, la composition du Congrès est complètement changée. L'aile droite est partie. Et comme la faction de Martov s'appuyait sur l'aile droite pour avoir une majorité, là Martov se trouve maintenant en minorité. La faction de Lénine se renomme alors la faction bolchevique, c'est-à-dire majoritaire. Martov accepte ça et renomme sa propre faction menchevique, c'est-à-dire minoritaire. Le Congrès a ensuite débattu de la composition des organes dirigeants du parti. Comme Lénine l'expliquait déjà en 1902, pour pallier aux limites de la clandestinité, il faudrait avoir dans le parti un comité éditorial du journal, l'organe central, qui soit en émigration, en exil. Il serait chargé de donner la direction idéologique au parti. Et il propose qu'il y ait un comité central sur le sol russe chargé de la direction pratique et organisationnelle, donc de faire la liaison organisationnelle entre les comités locaux. Les deux comités se réuniraient ensemble dans un conseil du parti. Le leadership d'Iskra s'était déjà entendu avant le Congrès pour proposer un comité central de 3 personnes provenant de gens de l'intérieur de la Russie et formé uniquement de partisans d'Iskra, et avec un comité éditorial en immigration de 3 personnes. Mais là, Martov avait changé d'idée. Il voulait que dans le comité central, il y ait maintenant des représentants du centre, du Marais. Ça montre bien comment Martov et les mencheviks pliaient aux pressions des intellectuels petits bourgeois, du centre et de la droite du parti. Il s'en est suivi une discussion sur la composition du comité éditorial, et la discussion était aussi très agitée. Lénine avait proposé que le comité éditorial soit composé de 3 personnes, Plekhanov, Lénine et Martov. Ça excluait les 3 éditeurs précédents qui étaient les moins impliqués, Potresov, Axelrod et Zasulich. L'idée de Lénine n'était pas celle d'un centralisme excessif, mais d'abandonner la vieille mentalité de petit cercle, où on était sur le comité éditorial parce que, on était tous des amis, on se connaissait tous, et on voulait le prestige pour le poste. Le comité éditorial doit être professionnel, et doit inclure comme membres ceux qui sont vraiment impliqués. D'ailleurs, l'ancien comité éditorial de 6 personnes n'avait même pas pu se rencontrer une seule fois. Dans les faits, le comité éditorial, c'était déjà les 3 personnes proposées par Lénine, les autres étant assez inactifs. Et cette idée du comité éditorial, elle avait déjà été discutée avant le Congrès, et Martov était d'accord. Mais là, tout d'un coup, ça crée une commotion. Martov est fermement opposé, il voulait revenir à la composition du vieux comité éditorial. Mais comme la composition des délégués avait changé avec le départ du Bund et des économistes, Lénine était majoritaire, et c'est lui qui gagne le vote. Mais là, Martov, il va boycotter la décision du Congrès.
et refuse d'occuper le poste sur le comité éditorial aux côtés de Lénine et de Plekhanov en protestation. Ça venait d'officialiser la scission entre les bolcheviks et les mencheviks. Une scission qui, en apparence, portait sur des questions organisationnelles secondaires, mais qui, en réalité, faisait ressortir deux approches différentes pour construire le parti et qui découlait du fait que Martov et les mencheviks ne voulaient pas rompre avec les libéraux. Après le congrès, Martov et la minorité, les mencheviks, refusent de collaborer avec le nouveau comité éditorial ou même de travailler au sein du nouveau comité central ou du conseil du parti. Ils boycottent les organes élus et sont donc responsables de la scission. Les mencheviks vont partir en guerre contre Lénine et contre les bolcheviks. Ils vont les traiter de tous les noms, j'y reviendrai. Pendant les mois suivants, le congrès, Lénine va tenter plusieurs fois de trouver un accord avec les mencheviks. Il va même proposer de renverser la décision du congrès pour satisfaire les demandes des mencheviks et de revenir à l'ancien comité éditorial de 6 personnes. Mais les mencheviks refusent. Quand Krupskaya a mentionné la possibilité d'une scission permanente, Lénine a répondu « ça serait trop fou de dire ça ». Lénine va tomber malade à cause du stress. Et là, ça va être maintenant au tour de Plekhanov de faire des compromis. Il avait voté aux côtés de Lénine pendant le congrès, parce qu'il savait que c'était les meilleures idées pour bâtir le parti. Mais Plekhanov avait, comme les mencheviks, beaucoup de difficultés à quitter la période embryonnaire du parti où tout le monde était des amis. Et là, devant la scission, il pouvait pas tolérer l'angoisse. Il pouvait pas rompre avec son entourage petit bourgeois. Par la suite, Plekhanov va rejoindre les mencheviks après la révolution de 1905 et va s'opposer à la révolution d'octobre de 1917. Mais là, en 1903, Plekhanov n'est pas encore dans le camp des mencheviks, mais il capitule devant eux et va les coopter sur le comité éditorial. Les mencheviks se retrouvent alors à contrôler Iskra, l'organe central. Lénine et les bolcheviks se retrouvent de plus en plus isolés. Même à l'intérieur de la faction bolchevique, Lénine se sent isolé. Voyez-vous, la majorité des bolcheviks, ils veulent se réconcilier avec les mencheviks. Ça devient donc difficile pour Lénine de convaincre ses membres de ne pas capituler devant les caprices et les enfantillages des mencheviks. Lénine démissionne du comité éditorial de l'Iskra et en 1904, il publie son livre « Un pas en avant, deux pas en arrière » pour critiquer les mencheviks. La faction bolchevique commence alors à se renforcer et au printemps 1905, l'ensemble du comité central du parti est bolchevique et en décembre, ils vont fonder le journal Period en avant. Il serait cependant faux de dire que pendant le congrès, bolchevisme et mencheviks étaient déjà des tendances politiques développées. Ça, c'est un mythe qui sera répandu par les historiens bourgeois pour montrer que Lénine était déjà un dictateur en 1903 et que Staline découle directement de Lénine. C'est aussi un mythe, en fait, qui va être répandu par les staliniens, qui veulent montrer que Trotsky était un menchevique depuis 1903. Trotsky s'était retrouvé temporairement dans le camp de la minorité, puis a rompu avec le groupe de Martov en septembre 1904, et ensuite resté formellement en dehors des deux factions jusqu'en 1917. Sur le plan politique, Trotsky a toujours été beaucoup plus proche des bolcheviks. Mais sur le plan organisationnel, il y avait l'illusion qu'il était possible d'unir les deux ailes du parti. L'histoire a finalement montré que c'était impossible. Et à l'été 1917, Trotsky rejoint officiellement les bolcheviks et organise la révolution d'octobre. Lénine aussi va tenter de réunifier plusieurs fois le parti pendant la décennie qui va suivre la scission, après quoi la scission va devenir définitive et deux partis distincts vont être créés. Les mencheviks vont dériver de pire en pire. Leur refus de rompre avec l'aile droite du parti, qui devenait des libéraux, va se transformer en un soutien pour la bourgeoisie russe, qui était clairement contre-révolutionnaire et soutenait le tsar. Avec la révolution de février 1917, les mencheviks se retrouvent à la tête du soviet de Pétrograd, puis du gouvernement provisoire bourgeois. Le Bund aussi va soutenir le gouvernement provisoire. Les mencheviks vont s'entêter à maintenir la bourgeoisie au pouvoir, alors même que la bourgeoisie les abandonne pour soutenir le coup d'État proto-fasciste du général Kornilov. Les mencheviks vont s'accrocher à un mirage petit bourgeois, celui d'une révolution bourgeoise menée par la bourgeoisie et soutenue par le prolétariat. Ils vont s'accrocher au mirage d'une république démocratique bourgeoise, alors que ni le prolétariat ni la bourgeoisie n'en avaient quelque chose à faire. Le déclin des mencheviks va être directement proportionnel à la montée des bolcheviks, ce qui culmine dans la révolution d'octobre 1917. Les mencheviks vont s'opposer à la révolution d'octobre, incluant Martov et Plekhanov. Le Bund aussi s'y oppose. Les mencheviks organisent un coup d'État militaire qui échoue. Beaucoup de mencheviks rejoignent la contre-révolution pendant la guerre civile. Plusieurs par la suite se retrouveront dans des postes clés dans la bureaucratie stalinienne. C'est quand même fou tout ça. Que 14 ans après le deuxième congrès du parti, les bolcheviks dirigent la révolution et les mencheviks trahissent la révolution.
Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Congrès alors, hein? On a Lénine d'un côté qui pousse pour professionnaliser le parti, et il y a les mencheviks qui refusent de quitter les tables de petits cercles d'amateurs, qui refusent de rompre avec les libéraux. Ils expriment le conservatisme, le routinisme, propre à un groupe d'intellectuels petits bourgeois en exil, séparés du mouvement ouvrier russe. Ultimement, c'était une scission entre la tendance révolutionnaire marxiste prolétarienne d'un côté, et la tendance petite bourgeoise, opportuniste, réformiste et révisionniste de l'autre côté. Et à cause de ça, la scission menchevique-bolchevique est en quelque sorte un modèle, un pattern de scission qu'on voit se reproduire dans beaucoup d'autres scissions, comme par exemple la scission de Max Sachman et James Burnham et compagnie au début du mouvement trotskiste. C'est quoi la différence entre un petit bourgeois et un travailleur par rapport au parti? Le petit bourgeois se demande qu'est-ce que le parti peut bien lui amener comme avantage, tandis que le travailleur se demande ce que lui peut contribuer au parti. Le travailleur, lui, il comprend qu'il est rien comme un individu isolé, que c'est dans l'activité commune, dans l'organisation qui a un impact. Ça lui amène donc un esprit de sacrifice et un sens du devoir, parce qu'il cherche pas en fait à satisfaire sa gloire personnelle, mais il lutte pour quelque chose de plus grand que lui-même, et il lutte dans une organisation qui est plus grande que lui. À l'inverse, le petit bourgeois, il veut briller, il veut être sur la scène, il veut conserver son autorité politique et son prestige à tout prix. Le congrès de 1903 avait enlevé aux mencheviks leur petite médaille d'être sur le comité éditorial, et ça, c'était inacceptable pour eux. L'ego et le prestige des pauvres mencheviks avaient été froissés. Ils auraient pu accepter d'avoir perdu le vote, d'être en minorité et ensuite tenter de convaincre le reste du parti au cours de la prochaine période. Mais non, pour ce type d'intellectuel petit bourgeois, c'est pas suffisant de se retirer silencieusement. Il faut claquer la porte en faisant le plus de bruit possible, en faisant le plus de dommages possible. Les mencheviks vont accuser Lénine de centralisme bureaucratique, de dictature, d'ultra-centralisme. Martov parle maintenant d'un état de siège. Il dit que c'est Lénine qui prend en otage le parti. Dans son livre intitulé d'ailleurs État de siège, il dit « Nous ne sommes pas des serfs », comme si les mencheviks étaient asservis par Lénine. Et pourtant, c'est eux qui ont boycotté les décisions du Congrès après avoir perdu le vote. C'est eux qui proclament que refuser de travailler dans le parti, c'est un moyen honnête. Ils désorganisent tout le travail du parti, ils font des scènes, ils jettent le plus de boue possible, mais ça serait Lénine qui mène le siège. C'est vraiment incroyable. On voit ici le réflexe très présent dans l'anarchisme de dire que quand on perd le vote, c'est la majorité qui devient autoritaire, qui devient formaliste, bureaucratique, dictatoriale. Les mencheviks disent que les membres du comité central dirigeaient le parti selon la volonté de l'autocrate Lénine, comme s'ils étaient seulement des robots soumis à Lénine. C'est vraiment une vision condescendante qui amène à voir les membres du parti comme des simples instruments naïfs, des pions qui exécutent la volonté d'un autocrate. Lénine va être vraiment choqué d'entendre ces critiques-là. Il comprend pas comment on peut provoquer une scission juste parce qu'on a été exclu d'un comité. Bien souvent, ce genre de tendance menchevique petite bourgeoise s'accommode bien de structures informelles, basées sur les relations personnelles et non professionnelles. Ils veulent pas d'élections formelles parce que c'est difficile pour le petit bourgeois de se soumettre aux décisions de la majorité et de travailler de manière disciplinée. Cette attitude des mencheviks s'est reflétée à travers une certaine conception du parti révolutionnaire qui est quand même différente de celle de Lénine. Comme je disais plus tôt, il va se construire par la suite un mythe complètement faux selon lequel Lénine défendait un petit parti centralisé alors que Martov était pour un parti démocratique avec une large base. Mais c'est faux! Les deux factions avaient en principe la même conception de la nature du parti. L'idée d'un parti d'avant-garde formé de révolutionnaires engagés et fondé sur le centralisme démocratique, c'est-à-dire la plus grande liberté dans la discussion et la plus grande unité dans l'action. Un parti, en fin de compte, sur le modèle des autres partis de la Deuxième Internationale, comme en France, en Belgique, en Allemagne. Et ça a été démontré lorsqu'ils ont voté tous ensemble pour s'opposer au fédéralisme du Bund. Mais pendant le Congrès, on commence à réaliser en fait que les deux factions étaient d'accord sur le plan abstrait, théorique, mais que dans la pratique, il n'y avait pas vraiment la même conception de ce que devait être le Parti révolutionnaire. En réalité, il y a pas mal juste Lénine dans le parti qui comprenait ce que ça impliquait réellement de construire un parti marxiste professionnel qui va vraiment être capable de diriger les travailleurs vers la révolution. Si on se rappelle le débat au deuxième congrès sur les critères pour être membre du parti, Martov proposait qu'on accepte comme membres ceux qui étaient plutôt des sympathisants. Axelrod, le menchevik, il rend ça très clair. Il dit « Nous créons naturellement avant tout une organisation des éléments les plus actifs du parti. Une organisation de révolutionnaires. Mais, parti de classe, nous devons veiller à ne pas laisser hors du parti ceux qui, consciemment, ou quoique peut-être sans se montrer tout à fait actifs, se rattachent à ce parti. » En gros, il nous dit
que oui, on doit être un parti d'avant-garde, c'est-à-dire que les membres doivent être des révolutionnaires conscients et impliqués, mais en même temps, on est aussi un parti de classe, donc il faut ouvrir les portes à ceux qui ne sont pas des révolutionnaires conscients et impliqués. Donc, contradiction évidente. L'idée de Martov, là, qui efface la division entre membres impliqués et sympathisants, par contre, ça mène pas à accroître le nombre d'ouvriers dans le parti, mais à faire en fait entrer plus d'intellectuels petits bourgeois semi-actifs qui aident pas vraiment à construire le parti. Mais est-ce que c'est possible de créer un parti pour toute la classe ouvrière? Un parti dont les membres sont toute la classe ouvrière ou sa majorité? Comme Lénine l'explique, sous le capitalisme, c'est pas possible. Les travailleurs sont rendus à différentes conclusions politiques. Certains ne veulent pas sortir du capitalisme, certains veulent le renverser, et beaucoup sont à quelque part entre les deux. Même les syndicats présentement, qui sont accessibles à un plus grand nombre de travailleurs que le parti, ne sont pas capables d'englober toute la classe ouvrière ou sa majorité. Mais comme Lénine l'explique, un parti authentiquement révolutionnaire, même s'il n'inclut pas tous les travailleurs dans son membership, peut quand même être un parti de classe. Hein? Il explique que le Parti révolutionnaire, c'est, d'abord un parti d'avant-garde, c'est-à-dire formé de militants les plus conscients et actifs de la classe ouvrière, mais Lénine ajoute, nous sommes le parti de la classe, du fait que nous dirigeons effectivement en socialiste presque toute ou même toute la classe du prolétariat. Mais il faut être un Akimov pour en déduire que nous devons identifier en parole le parti et la classe. Faire comme l'économiste Akimov et identifier en parole le parti et la classe, c'est-à-dire considérer toute la classe comme dans le parti, c'est en fait noyer l'avant-garde révolutionnaire dans une mer réformiste et confuse. Parce que la seule façon d'inclure artificiellement le plus de travailleurs possible dans le parti, c'est d'avoir un programme qui fait consensus auprès de tous les travailleurs. Donc en fait, d'abandonner l'idée de renverser le capitalisme. Puis le parti deviendrait alors une coquille vide. Puis un tel parti serait en fait plus du tout un parti de classe. Hein? Ça serait plus un parti ouvrier au sens propre du mot, parce qu'il pourrait plus représenter l'intérêt fondamental du prolétariat, qui est la révolution socialiste. Le NPD au Canada et le Labour Party en Grande-Bretagne sont des partis ouvriers qui à l'époque parlaient de socialisme, mais leurs dirigeants ont tellement dilué le programme que ces partis sont finalement devenus indissociables des partis libéraux. Les mencheviks, ils disaient aussi qu'en ouvrant le parti à tout le monde, ça créerait moins de bureaucratie. Mais c'est justement l'inverse qu'on voit. Il y a une immense bureaucratie dans le NPD et le Labour Party qui étouffe la démocratie ouvrière. Et donc, contrairement à ce que les mencheviks disent, c'est pas l'idée de Lénine d'un parti de type bolchevique qui mène au bureaucratisme. C'est en fait l'idée même des mencheviks d'un parti ouvert à tous les éléments vacillants qui mène, de fait, à un parti organisé selon le centralisme bureaucratique. Et donc, en fait, la seule façon d'avoir un vrai parti de classe, un parti pour la classe ouvrière qui représente vraiment les intérêts fondamentaux de toute la classe, c'est d'avoir un parti d'avant-garde formé de révolutionnaires conscients et impliqués. En fait, la division de concept entre parti d'avant-garde et parti de classe est une fausse division. En général, une division créée par les anarchistes et les tendances proches de l'économisme qui rejettent le concept de parti d'avant-garde ou qui utilisent ça pour attaquer les marxistes en prétendant que c'est un groupe d'intellectuels cachés, centralisés, élitistes. Et ils vont dire, comme Martov, que n'importe quel travailleur devrait se considérer comme un membre du parti. Par contre, il faut dire qu'une gang de révolutionnaires ne peuvent pas tout simplement se déclarer comme ça, là, être le parti de la classe ouvrière. Ça, c'est un statut que les révolutionnaires doivent gagner. Les travailleurs vont devoir faire eux-mêmes l'expérience des limites du capitalisme pour arriver à la conclusion qu'ils ont besoin d'un parti marxiste, d'un parti révolutionnaire pour être capable de prendre le pouvoir et d'exproprier les capitalistes. Et les révolutionnaires doivent être à côté des travailleurs pour les aider à arriver à cette conclusion-là. Donc le parti d'avant-garde, il doit en quelque sorte devenir un parti de classe, dans le sens de jouer le rôle de diriger la classe dans sa lutte. J'espère que cette étude des origines du bolchevisme et du menchevisme vous a permis d'approfondir votre compréhension de ce que constitue un parti révolutionnaire et en quoi se distingue l'approche prolétarienne de l'approche petite bourgeoise par rapport à l'organisation. Quoi dire maintenant sur la question des scissions? Les révolutionnaires doivent essayer le plus possible de maintenir l'unité du parti révolutionnaire. Ça implique de ne pas taire les débats, mais de les laisser s'exprimer librement. Mais ensuite, il faut agir, et ça implique de décider démocratiquement, puis de marcher dans la même direction. C'est ça le centralisme démocratique. C'est ce que les mencheviks ne pouvaient pas accepter. La plupart des scissions peuvent être évitées en ayant une discussion franche. Mais parfois, les scissions arrivent, et parfois c'est une bonne chose. Ils permettent de clarifier les idées et ce pourquoi on se bat. Comme Lassalle le disait à Marx, et que Lénine va reprendre dans son livre Que faire, et je cite, et je termine là-dessus, « La lutte de parti donne des forces et de la vitalité au parti. La meilleure preuve de faiblesse d'un parti, c'est sa position diffuse et l'effacement des frontières
nettement tracée. Le parti se renforce en s'épurant.